un de nos 3 OKR principaux qui est sur l'INPS. Donc, l'INPS, c'est l'Employee Net Promoter Score. C'est pour savoir si les employés sont heureux ou pas. Et c'est un de nos 3 principaux OKR de boîte. Les 3 valeurs, la platitude, l'excellence et la simplicité, c'est pas juste un lifestyle ou quoi, c'est du business, c'est un enjeu business et ça se retrouve dans notre produit. Alors que les autres, c'était go, super et tout. Une ou deux qui ont mis un no-go. Et je me rappelle, moi, c'est une personne que je me voyais bien, je me voyais bien l'intégrer dans la boîte, je me voyais bien bosser avec lui et tout. Vraiment, j'avais eu un vrai coup de cœur. Et en fait, on a kill le process. Bienvenue sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste qui met en avant les entreprises qui concilient culture entreprise forte et succès business. Et alors, pour faire ça à encore plus grande échelle, Harmony Inside, c'est un podcast, mais c'est aussi un label qui distingue des entreprises qui sont alignées autour d'une culture forte, d'une stratégie claire et dont les collaborateurs sont engagés. En bref, des entreprises harmonieuses, comme celle que vous vous apprêtez à découvrir dans cet épisode. Alors, si le label vous intéresse, toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Et d'ici là, bonne écoute. Salut Valentin. Salut Vincent. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. On est chez Flatcher, dans vos bureaux à Boulogne, tu m'as fait visiter. On est même dans un étage entier qui est dédié, je crois, alors non seulement au podcast, mais pas que, à des moments de vie d'équipe, etc. Parce que j'ai beaucoup aimé la déco, d'une part parce que il y a plein de références que j'apprécie avec des casques de Mandalorian et de choses Marvel un peu partout. Et puis, il y a aussi autre chose dans tes locaux, c'est qu'il y a des poulpes. Il y a des poulpes un peu partout. J'ai appelé votre standard pour rentrer dans le bâtiment. J'ai appris plein de choses sur le fait que les poulpes étaient des gens très intelligents, qui étaient capables de changer de couleur, s'adapter, etc., etc. Bon, alors du coup, on va commencer par ça. Pourquoi le poulpe chez Flatcher? Pourquoi c'est important pour toi? Le poulpe. Alors, si tu veux avoir la vraie histoire... C'est mieux, hein. En général, c'est mieux. Non, parce qu'on a la vraie histoire, mais elle n'est pas hyper... elle n'est pas non plus hyper sexy, donc t'entends, on l'améliore un petit peu pour nos clients. Mais si tu veux, la vraie histoire, il faut remonter à la jeunesse de Flatcher, donc c'est il y a à peu près 10 ans. Donc il y a 10 ans, moi j'étais encore étudiant, j'envoie des CV, des lettres de motivation, j'étais en 5e année, donc c'était vraiment pour avoir un stage de fin d'études, un stage payé dans les 500 € par mois. Et donc je passe du temps à faire mon CV, ma lettre de motivation, je demande à ma mère de relire, etc. et tout. Et là, hop, j'envoie ma candidature. Et là, énorme déception parce que j'arrive dans une espèce de néant. Je sais pas si le recruteur a vu mon CV, je sais même pas qui c'est le recruteur, je sais même pas si je vais avoir un retour, même une réponse négative, etc. Et tu vois, là, on est en 2015 et je me dis, c'est pas normal que en 2015, là où t'as l'air des Uber, des Deliveroo, enfin, tu vois, tout est transparent, quoi. Tu es pas du tout impactant. Quand tu commandes une pizza, la pizza, tu sais quand est-ce qu'elle va arriver, tu sais même dans quelle rue elle est en temps réel. Et ta candidature, qui est le truc le plus important, le plus impactant dans ta vie, eh ben en fait, t'envoies ta candidature et t'as plus rien. Il se murmure que tu as reçu il y a une semaine un message de refus automatisé qui disait que finalement ta candidature allait pas être acceptée pour une candidature de 2015. Donc. Non, mais voilà. C'est vraiment ce genre de choses. C'est ça, c'est limite, tu le reçois genre 5 ans après. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est tellement douloureux qu'il y a probablement des choses à faire sur ce marché du recrutement. Et ça m'a donné envie d'entreprendre. Et donc, j'ai commencé, ce qu'on nous apprenait en école de commerce, c'est de faire une étude de marché auprès d'une 50aine de recruteurs. Et à l'issue de cette étude, on me dit que c'est vrai que il y a de plus en plus de CV qui postulent. On peut postuler en un clic. Donc, en fait, les recruteurs, ils se retrouvent avec une espèce de masse de data qui, humainement, en fait, c'est impossible à vraiment bien traiter. Quand tu reçois 600, 700 CV dans la semaine, tu vois, t'es là, t'as du mal en fait à vraiment donner des réponses à tout le monde, etc. Et donc là, en voyant ce constat, je me suis dit que j'allais créer une technologie qui permettait de matcher le travail des recruteurs et donc de faire du matching. On avait du coup avec mon associé Martin qui est un ingénieur. On avait acheté une technologie américaine qui permettait de lire le CV, qui comprenait, par exemple, je sais pas s'il y avait 6 ans d'expérience dans le commercial, il comprenait ça.
Et à côté, on avait un test de personnalité qui permettait de grossir les gros traits de personnalité, qu'on mettait en matching avec les besoins du recruteur. Et en fait, on a commencé avec cette première version à proposer sur le marché. Et donc, on a un de nos premiers clients à qui en fait, on envoie 20 CV. Et sur les 20 CV, on les met dans la machine et il nous fait un top 20. Tu vois, le premier, c'est celui qui matche le mieux avec le besoin de l'entreprise. Le deuxième, un peu moins, mais il matche quand même, etc. Et en fait, dans le top 5 qu'on avait identifié, il y en a 4 qui ont été recrutés par le client. Tu C'est vois, plutôt un très bon score. mais ce qui est Pour ceux qui plutôt sont pas un très recruteurs, bon score. je sais pas, t'as pas forcément ce genre de taux de retour quand tu proposes juste au feeling, quoi. Exactement. Donc moi là, j'arrive au bureau et je dis putain les gars, ça marche quoi. C'est un truc de fou, ça marche. Et donc on s'est dit que on pouvait prédire qui tu allais recruter. Et pour l'anecdote, du coup, sur le poulpe, qui prédisait les coupes, les scores de gagnants je dans me la rappelle bien de ça, ouais. voilà dans la Coupe du Monde d'Allemagne? Et c'était un poulpe qui s'appelait Paul. Hmm. Et en fait, il mettait sa tentacule sur le drapeau qui allait gagner. Et il était hyper chaud. Et il était hyper chaud, il se trompait jamais. Ouais. Et donc on s'est pour rendre honneur à ce poulpe, et ben on l'a pris en mascotte sur notre logo, mais on est allé plus loin parce que même sur LinkedIn, on s'appelle tous des poulpes sur LinkedIn. Même nous, quand on fait des messages sur Slack, c'est salut les poulpes, etc. On y reviendra, mais on a même une valeur qui s'appelle la poulpe attitude. Effectivement, on va en parler parce que c'est assez. En tout cas, c'est sûr que je pense que t'es le seul qui a cette valeur et on veut souvent faire des trucs différenciants, donc c'est pas mal. Si on fast forward à aujourd'hui, maintenant que t'es plus étudiant et que Flatshare a un peu évolué, si je me trompe pas, est-ce que tu peux, pour ceux qui te connaissent pas encore, te présenter et nous présenter le Flatshare d'aujourd'hui? Ouais, donc sur la partie perso, moi j'ai 34 ans, donc j'habite à Boulogne et je suis marié et j'ai 2 enfants. Et sur la partie pro, donc ça fait 10 ans maintenant que j'ai cofondé Flatshare. Donc nous, notre mission, c'est de rendre le recrutement quelque chose de simple, quelque chose de rapide et même agréable. Pour qui? Et pour les recruteurs, mais aussi pour les candidats, hein, mais nous, quand même, notre client, c'est les recruteurs. Et donc, pour mener à bien cette mission, on a créé un logiciel de recrutement, donc ce qu'on appelle un ATS, Applicant Tracking System. Pour ceux qui recrutent, ils doivent connaître ce terme. Et en fait, par rapport aux autres logiciels de recrutement qui existent, nous, on se différencie par notre simplicité et on passe énormément de temps à travailler sur l'expérience utilisateur. Et finalement, ça a plusieurs vertus parce que déjà, les RH vont pouvoir déployer l'outil très facilement et très rapidement dans l'organisation. Tu vois, ça fait, en gros, on a 2 formations de 2 fois 2 heures et après derrière, tout est très simple, très logique, donc les recruteurs peuvent se débrouiller. Mais surtout que les opérationnels, toutes les équipes qui vont aussi participer au recrutement, adorent la simplicité de cet outil. Du coup, on va pouvoir vraiment développer des synergies sur le recrutement collaboratif. Et ça apporte énormément de valeur au recrutement parce que tu vas, avant de recruter le candidat, tu vas vraiment avoir une vue 360 sur le candidat, donc tu réduis énormément les erreurs d'embauche, tu peux structurer le recrutement. Enfin, voilà, moi je suis un fervent du recrutement collaboratif, on pourra en reparler aussi. Et la simplicité aussi, c'est le fait d'avoir un outil tout en un. Donc nous, on a le logiciel de gestion de candidature, mais on a aussi des outils pour faire de la chasse sur les réseaux sociaux. On a aussi des outils pour faire la marque employeur, le site carrière. On a des outils pour faire de la cooptation. Et on a aussi 80 intégrations qui permettent en fait d'alimenter cet outil de recrutement avec le SIRH, des chatbots, des tests de personnalité, etc. pour vraiment le booster et avoir un outil vraiment custom comme tu veux. Trop bien. Et alors, pour qu'on ait un peu de contexte, parce qu'on va parler culture et c'est souvent important d'avoir ça en tête, vous êtes combien aujourd'hui chez Flatshare? Eh ben aujourd'hui, on est à peu près 70 salariés. 70, donc ça fait quand même une belle aventure qui dure depuis 10 ans. Exactement. Et alors, on se parle, pour être très transparent, parce que tu as fait un post LinkedIn où tu parlais de culture entreprise et tu te doutes que ça m'a intéressé, et ceux qui écoutent, qui normalement connaissent un peu le podcast, se doutent aussi que ça m'a intéressé. Et justement, tu as fait cet exercice il y a pas très longtemps, en fait, de reposer et de formaliser, etc., toute ta culture entreprise. Alors, tu as parlé de ta valeur de poulpe attitude,
Mais avant ça, enfin, pourquoi tu t'es dit qu'il fallait faire ça et pourquoi le faire maintenant? Bah, en fait, on a grossi assez rapidement. En fait, on est passé de 15 à 70 en seulement 2 ans. Mmh. Donc tu peux t'imaginer un Très peu bien. là le Ça changement, peut frotter un peu. l'hypercroissance, Ouais, hein, bien sûr. qui fait rêver tout le monde, mais qui a aussi des effets néfastes. Moi, je suis déjà un CEO très opérationnel et très dans les équipes. Tu vois, moi, je prends jamais de télétravail. J'adore parler aux gens. J'adore l'humain. Et donc en fait, tu vois, quand on était 15, bah, je connaissais tout le monde, je participais à tous les recrutements, je sais pas encore aujourd'hui, mais en tout cas, je participais à l'onboarding, je participais aux formations et donc j'avais beaucoup de proximité et donc j'arrivais vraiment à faire transpirer les valeurs par cette proximité. Mmh. Et quand tu te retrouves à 70, et ben là, en fait, tu vraiment du mal à faire transpirer ces valeurs parce que t'es plus le N+1, mais t'es le N+2, le N+3, de temps en temps, t'es même le N+4 de Mmh. certaines personnes. Donc là, ça fait bizarre. Ça fait beaucoup d'échelons, ouais. Et donc là, tu te dis, bon, euh, l'hypercroissance, si tu veux que ta culture, elle reste, on était en train de perdre carrément notre culture. Parce qu'aussi, hein, les anciens qui étaient là depuis 5-6 ans aussi, certains qui sont partis, et ils sont partis aussi avec la culture parce que c'est les anciens aussi qui dégageaient la culture. On a eu des nouveaux managers qui sont arrivés, ils sont arrivés avec leur culture. Donc tout ça a fait que ça ne suffisait plus ma présence Mmh. et il fallait du coup le processer, il fallait l'écrire, l'expliciter. Vraiment, les rites qu'on faisait un peu de manière informelle, il fallait les formaliser Mmh. pour que cette culture, elle puisse se répéter à plus grande échelle, quoi. Mmh. Et alors justement, comment est-ce que tu t'y es pris? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très classique, on va dire, ce moment où tu as besoin d'écrire, tu as besoin de formaliser. Tu peux plus juste te contenter d'être dans la même pièce que tes équipes et la culture se diffuse un peu naturellement. Et ça va pas de soi, c'est pas un travail si évident à faire, surtout si on veut le faire bien. En même temps, heureusement, pour que je continue à avoir un peu de travail. Voilà, donc ouais, comment t'as fait, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très important chez vous, le process, la structure et la culture de l'écrit. Donc voilà, comment tu t'y es pris pour accoucher de quelque chose d'assez exhaustif et complet en termes de culture? Alors moi, j'ai testé pas mal de choses, mais dernièrement, j'ai utilisé un framework qui s'appelle The Strategic Pyramid, qui en fait est une pyramide où en haut de la pyramide tu vas mettre ta mission, un peu plus bas tu vas mettre tes valeurs, un peu plus bas tu vas mettre ta vision, un peu plus bas ta stratégie, ton plan d'action, tes objectifs. Et en fait l'idée c'est que tu aies tout toute cette pyramide qui soit remplie avec toute ta stratégie, hein, et Mmh. qui se soit alignée en fait avec ta mission, tes valeurs, etc. Et en faisant cet exercice, ben en fait, tu te rends compte que bah, les valeurs et la culture, c'est pas juste un truc pour faire joli, Mmh. mais c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de te différencier par rapport à tes concurrents, qui va te permettre d'atteindre ta vision, qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, etc. Mmh, effectivement. Et pour le faire émerger, t'es parti de quoi? Tu t'es mis tout seul dans une pièce et tu t'es dit, «C'est moi le CEO, c'est moi qui décide» ou comment est-ce que tu as impliqué tes équipes et si oui, comment? Alors, en fait, nous, on s'est jamais vraiment pris la tête pour faire notre culture. C'est assez inné. Mmh. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, enfin, tu sais, quand on a commencé, on n'avait pas un péco, on n'avait même pas levé de fonds. On avait déjà des bureaux qui étaient un peu léchés. Donc c'était évidemment hein, que du Ikea, mais quand même, c'était assez sympa. On avait quand même une petite console au bureau. On avait espèce de moments conviviaux avec des pauses déj. On avait une petite table de ping-pong qui était sur une table Ikea. Donc, Mmh. déjà, en fait, on avait ça dès le début. Donc, en fait, on s'est jamais dit, tiens, il faut qu'on ait une culture qui soit comme ci, comme ça. C'est juste, en fait, moi, j'avais envie de travailler dans ces conditions-là. J'avais envie de venir avec le smile tous les matins. Et mon associé, pareil, il voulait venir avec le smile. Mmh. Donc, en fait, on s'est pas pris la tête et c'est venu tout seul, vraiment. Mmh. Et alors, tout ce travail d'alignement et de formalisation, tu vois, qu'est-ce que ça te permet de faire, en fait? Bah, le fait de l'écrire, de le formaliser, déjà, ça permet
de pouvoir le scaler, de pouvoir le répéter vraiment à plus grande échelle. Quand tu dépasses les 50 salariés, tu as besoin quand même de faire ce genre de travail. Mais aussi, ça permet toujours de faire une piqûre de rappel parce que je pense que la culture, faut pas hésiter à la marteler tout le temps pour que ça marche. Parce que pareil, en fait, t'as toujours des nouveaux qui arrivent, hein, tous les mois, tous les 3 mois, t'as quand même des nouveaux. Donc, ils viennent aussi avec la culture de leur ancienne boîte, ils viennent avec pas mal d'a priori, etc. Et donc, c'est le fait de faire de temps en temps ce travail, ça permet de marteler. Et puis, ça permet aussi de le framework stratégique pyramide, ça permet, et ça c'était vraiment hyper intéressant, ça permet aussi de marteler la vision, ta mission, tes objectifs, et que tout est lié en fait. Et là, par exemple, je donne un exemple, mais euh, le l'objectif en fait de faire un des objectifs assez ambitieux. Tu vois, typiquement, on aimerait sur l'année prochaine, on doit faire 40% de croissance sur l'année, ce qui est assez ambitieux pour une boîte de notre taille. Et on doit en plus faire en sorte que les clients soient contents, qu'il y ait un bon donc NPS, etc. Pour faire ça, il faut en fait que tes valeurs soient respectées parce que tes valeurs vont te permettre tu vois, je te parlais après de mes valeurs, mais mes valeurs justement correspondent au fait d'être ambitieux, correspondent au fait d'aller chercher le business plus loin, etc. Donc c'est assez utile aussi pour montrer comment tu vas réaliser tes objectifs. Bien sûr, ça permet aussi à chacun de s'inscrire dans ces objectifs-là, de travailler pour les atteindre en sachant comment le faire, pas tout le temps obligé ou de te demander est-ce que j'ai le droit de faire ça ou est-ce que j'ai pas le droit de faire ça, parce que normalement, tu as quand même un framework avec des comportements qui te permettent de te dire là on est dedans, là on n'est pas dedans, et puis ça crée des conditions de l'autonomie. Et puis ça permet aussi que tout le monde tire un peu dans la même direction, même pas un peu d'ailleurs, carrément, ce qui est quand même très utile, parce que sinon, on a reçu il y a maintenant quelques années, mais c'est le fondateur de Cheers qui disait on courait tous partout comme des poulets sans tête. C'est quelque chose qu'on a plutôt envie d'éviter. Donc justement, cette culture et ces valeurs, finalement, la culture de Fletcher, comment est-ce que tu l'as décrit aujourd'hui, maintenant qu'elle est bien formalisée et bien processée? Alors, on a eu du mal à la décrire, parce que c'est vrai que souvent c'est quelque chose d'assez inné, c'est if you know, you know. C'est-à-dire que quand tu es dedans et que tu as la culture, tu le sais, mais c'est plein de petits trucs en fait. Donc on n'avait pas un mot qui permettait d'englober tout ça. Et donc en fait on a créé notre propre terme qui s'appelle la poulpe attitude, qui est en fait une de nos 3 valeurs. Et pour te donner un peu d'infos sur la poulpe attitude, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le fait que déjà d'avoir des gens qui sont passionnés par leur job. On veut aussi avoir des personnes qui sont dans l'entraide, dans la bienveillance. C'est pour ça aussi pour essayer de garder ça, on va recruter à l'unanimité. C'est-à-dire que on va en parler, ouais. on en reparlera plus tard, mais c'est très important que plusieurs personnes du groupe, de la tribu Fletcher, valident les nouveaux entrants. On a également un OKR, un de nos 3 OKR principaux, qui est sur l'INPS. Donc, l'INPS, c'est l'Employee Net Promoter Score. C'est pour savoir si les employés sont heureux ou pas. Et c'est un de nos 3 principaux OKR de boîte. Et c'est pas si facile à voir quand tu sais un peu comment calculer un NPS ou un INPS, qui est exactement la même chose avec des cibles différentes. Mais enfin, c'est vraiment, est-ce que tu recommanderais aux gens que t'aimes et qui sont proches de toi, en gros, de venir travailler chez nous, quoi? C'est pas juste, c'est sympa ou pas le travail, t'es content, il y a vraiment un côté, il faut être un promoteur actif de l'entreprise, qui est pas une évidence dans un monde où t'as 9 salariés sur 10 qui sont désengagés, je crois, sur les dernières études. Ça, c'est 7% des salariés engagés. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça le chiffre. Et donc, en fait, on est un peu des ovnis à avoir tous ces, finalement, tous ces rites, tous ces process pour que, en fait, les gens arrivent avec le smile tous les matins. Tu l'as vu aussi, mais on veut que le travail soit agréable, que ça insuffle une bonne dynamique. Donc, tu as vu les bureaux en arrivant. On a des super bureaux, mais on a aussi on fait des barbecues, on fait des séminaires, des team building. On a des frigos pleins avec des croissants tous les lundis matins. Donc, on a vraiment aussi plein de choses pour que les gens se sentent bien.
Et on va pas non plus les fliquer, tu vois, on laisse aussi pas mal de liberté sur le télétravail, etc. Chacun vraiment s'organise un peu comme il veut. Mais tout ça, c'est beau et ça fait rêver et je pourrais m'arrêter là. Mais ce que je voulais aussi te partager, c'est que cette liberté, ça a un prix. Et il y a un prix à payer pour avoir cette liberté, sinon ça ne marche pas. Et le prix à payer, c'est l'excellence. Qui est une note de tes valeurs. C'est ma deuxième valeur, c'est l'excellence. C'est un peu le yin et le yang. Et en fait, si tu veux que ça se passe bien et tout, faut pas oublier quand même qu'on est dans une scale-up, on est hyper ambitieux, que si tu viens chez Fletcher, faut accrocher ta ceinture parce que ça va très vite. Et quand si tu vois, tu n'as pas l'excellence et que tu as juste le côté kiff, et bien en fait derrière ça ne marche pas. Et donc l'excellence, pour moi, c'est le fait déjà d'avoir des gros objectifs, le fait que chaque salarié va aller vraiment chercher l'extra mile. Donc tu vois, s'il y a un truc qui est pas dans sa fiche de poste, eh ben c'est pas grave, tu vois. Et si il doit finir quelque chose, il le finit, quitte à partir un peu plus tard. Et après, il peut rattraper, tu vois, le lendemain. Il s'organise comme il veut, mais il faut que le travail soit fait. Je veux que les gens soient autonomes, mais aussi qu'ils puissent s'auto-former. Tu vois, la curiosité, c'est quelque chose qu'on demande régulièrement, tout le temps, en fait, dans les entretiens. Et même nous, on se l'applique parce qu'on est dans l'excellence, parce que, par exemple, on a, tu vois, les meilleurs outils du monde pour notre système d'information. Tout est très processé. On a une base de connaissances très puissante. Tout est documenté vraiment avec précision. Donc même nous, chez Fletcher, on s'applique cette excellence. Donc ça, c'est la deuxième valeur, qui sont un peu le yin et le yang. Et on a un petit dernier qui vient d'arriver. Ah mais tu nous sors du yin et du yang là. Ça y est. Là, c'est le petit dernier, c'est la simplicité, qui est en fait quelque chose qu'on avait aussi en inné depuis vraiment toujours, mais on était un peu en train de le perdre parce que tout devenait compliqué, et même les process, etc., les discussions, les projets. Quand on grossit, on complexifie aussi pas mal de choses. Et moi, la simplicité, c'est quelque chose qui m'anime pas mal, hein. Et donc avec mon associé, on s'est dit qu'on allait le remettre dans nos valeurs, parce que c'est pour moi c'est un des facteurs clés de succès qui va nous permettre d'aller très loin. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se retrouve, enfin de ce que j'ai compris, aussi dans ton produit et que j'ai pas testé, donc je te crois sur parole, mais et pas uniquement dans la vie de tes collaborateurs, etc. Avec ce côté, nos valeurs, on les fait vivre en interne, mais aussi à nos clients, que ce soit dans la manière dont ils peuvent utiliser notre produit, dans la manière, j'imagine, dont on les approche, etc., etc. Tu as poussé cette réflexion jusque-là sur l'impact sur les clients de business, comme tu disais tout à l'heure. Avoir ces valeurs-là nous permettra d'aller chercher nos 40% de croissance et nos ambitions qui sont toujours très élevées. En fait, tu as totalement raison. Les trois valeurs, la full platitude, l'excellence et la simplicité, c'est pas juste un lifestyle ou quoi, c'est du business, c'est un enjeu business, et ça se retrouve dans notre produit. Tu vois, là, je te donne un exemple récemment. On a fait une vidéo. On fait des vidéos pour présenter un peu des tips pour nos clients, et on fait des vidéos sur LinkedIn. Tu vois, c'est des vidéos qui vont être simples, dans la simplicité, parce que c'est des vidéos de moins d'1 minute et c'est condensé, tu vois, et ça se snack en pas longtemps. C'est l'excellence parce que c'est extrêmement intéressant. T'as 7 tips dans une vidéo de 1 minute, une capsule d'1 minute. T'as 7 tips qui sont extrêmement intéressants. C'est des tips qu'on a benchés de tous nos clients, etc. Donc t'as vraiment une info hyper quali. Et c'est la poule platitude parce que c'est fait avec justement un ton un peu poulpix, un peu sympa, un peu fun. Tu sens que le speaker il est hyper content de faire ça, etc. Donc tu vois, même dans nos contenus, dans les projets qu'on livre, et ben en fait on a nos trois valeurs qui transpirent en fait de nos produits. Complètement. Je reviens sur un truc que tu mentionnais tout à l'heure. Tu parlais de recrutement et tu parlais de la culture en disant c'est pas évident de décrire la culture parce que if you know you know. Et je sais pas comment toi tu approches ça dans le recrutement. Moi je me bats un peu contre ça parce que au final si je me contente de te dire est-ce que ce gars-là il était excellent et qu'on sait pas vraiment ce que tu mets derrière, je pense que je prends 10 personnes, je vais pas dire dans tes bureaux parce que ça marcherait pas, mais je prends 10 personnes
aléatoires et je leur demande, tu peux me définir l'excellence? Sans parler de la poupe-attitude, parce que là, ça marchera pas. Mais tu auras 10 définitions différentes. Et tu sais, c'est un peu pour faire l'analogie au recrutement, c'est cette espèce de gut feeling, je le sens pas, qui est un peu pourri en vrai. Enfin, je suis désolé pour ceux qui recrutent encore comme ça, mais ça ne peut pas ou ça ne peut plus marcher comme ça dans une organisation qui grandit. Toi, comment chez Fletcher, tu t'appliques ce côté, on est des pros du recrutement, et donc du coup, t'as pas de recrutement à l'unanimité, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu fais pour t'assurer que les gens qui postulent chez vous sont des gens qui vont matcher avec la culture de Fletcher, au-delà de, à mon avis, ça passe? Bah, en fait, déjà, je te rejoins totalement sur ce que tu viens de dire. Le recrutement, c'est hyper important. D'ailleurs, tu as plein d'études qui s'alignent sur le fait qu'un recrutement loupé, c'est entre 20 et 200 000 euros. Ça coûte Donc, bien cher. c'est énorme. En plus de que ça coûte cher, parce que donc c'est les frais de recrutement, mais c'est aussi les frais de tous les managers qui vont devoir onboarder, former, etc., qui font pas autre chose à côté. C'est aussi le manque d'opportunités. Par exemple, t'as un commercial qui, au bout de 6 mois, va pas le faire. Bah, en fait, s'il l'avait fait, si ça avait été un bon commercial, il aurait peut-être généré, je sais pas, 100 000 euros. Bah là, en fait, il va générer que 20 000 parce que c'était une erreur. Et t'as les coûts Donc, pour tu t'en vois, séparer, t'as les coûts pour reformer la personne qui arrive à chaque fois. C'est du temps. Enfin, tu peux perdre 2 ans sur un poste assez vite si tu te trompes un peu trop, quoi. ah mais oui, clairement. Mm. Donc ça coûte hyper cher. Et en plus de coûter cher, ça a un impact social énorme parce que c'est un salarié qui va arriver avec la boule au ventre le matin dans l'entreprise. C'est aussi peut-être un salarié qui derrière va douter de lui, il va dire oh, est-ce que je suis vraiment bon, etc. Parce qu'en fait, quand tu as 1, 2, 3 échecs, bah, en fait, tu te remets en question. Donc ça génère aussi socialement pas mal de choses négatives. Et donc nous, on a pris ce sujet à cœur, parce que c'est aussi notre métier. Et ce qu'on fait, et ce qu'on conseille à nos clients, c'est que pendant le process de recrutement, on a la RH qui va faire une présélection. Mhm. Si ça passe, le manager va faire un entretien technique pour valider les hard skills. Et si ça passe, on a un entretien qui est totalement inédit, c'est un entretien team Mhm. qu'on appelle ça comme ça. Et dans cet entretien team, tu as 3 personnes totalement random dans la boîte. Ça peut être un ingénieur, quelqu'un de la finance, un commercial, vraiment peu importe. Ou ça peut être 3 commerciaux. Vraiment, c'est vraiment 3 personnes random qui n'ont rien à voir avec le poste qu'on recrute. Mais c'est un entretien où en fait, on va parler que des soft skills Mm. et on va même pas parler du hard skills. On va à la fois pour le candidat, il va se projeter en mode ah, c'est comment une journée type chez Fletcher. Et à la fois, nous en fait, on va pouvoir voir si le candidat il a nos valeurs, il a cette bienveillance, cette entraide, il a cette excellence. On va pouvoir en fait le voir dans cet entretien. Mm. Et ça permet aussi au groupe, à la tribu, de donner son avis avant de recruter quelqu'un. Et quand je dis donner son avis, c'est pas seulement dire oui, non, et même s'il dit non, nous on le recrute. C'est que derrière, si on a un no-go, la personne ne sera pas recrutée chez nous. Et alors, du coup, je comprends complètement la logique. Et du coup, est-ce que tu pousses cette logique-là à l'extrême du fit? Et comment tu débiaises un peu ça pour arriver sur, enfin, en fait, juste, tu sais, des fois, t'as des gens, tu les sens pas, c'est un peu épidermique. Genre, ce mec, je l'aime pas. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut pas dire qu'il fitera pas. C'est juste que peut-être t'as eu un mauvais premier contact ou t'étais mal luné. T'arrives à objectifier ça pour que ça devienne pas un truc où tous les biais de tout le monde, finalement, peuvent prendre le dessus. Alors, déjà, faut faire confiance, tu vois. Ensuite, nous, on essaye de pas avoir non plus trop de gut feeling, Mm. dans la mesure où, tu vois, sur notre logiciel qu'on vend, mais aussi qu'on utilise, tu peux configurer aussi à chaque étape de ton process des questions qu'on aimerait poser. Typiquement, je te parlais de la curiosité. Mm. Aujourd'hui, il n'y a pas un candidat qui est recruté chez Fletcher à qui on n'a pas posé la question « Est-ce que tu es curieux ?» Et Voilà. il va peut-être te dire oui pour te faire plaisir. Oui, mais derrière, tu vois, Non, je te demande pas d'expliquer tous les on interprète les aussi, stricts voilà. process, mais oui, bien sûr. Typiquement, une question qu'on pose, enfin moi en tout cas perso, j'aime bien poser pour savoir si la personne est curieuse. Je lui demande si la personne, qu'est-ce qu'elle sait de moi.
Donc là, tu as 2 types de personnes. T'as ceux qui en fait sont pas forcément hyper curieux, donc ils vont dire: «Bah, je sais que tu es CEO, c'est tout». Mais ça peut aussi des personnes qui en fait, sont pas du tout le temps parce qu'ils sont surchargés, là, ils t'ont pris un entretien et cetera, donc faut aussi, hein, prendre la part des choses. Et tu des personnes qui t'ont stalké sur, ton Facebook, Instagram, ton LinkedIn. Ils ont écouté trois de tes podcasts, ils ont vu des vidéos de toi Ouais. sur les plateaux TV, machin, et cetera. Et là, ils te disent: «OK, bah, tu fais du kitesurf, tu 2 enfants, tu à Boulogne, tu un sales, machin». Et mec, une personne est curieux à ce point-là et Mm. m'a stalké, et cetera. C'est-à-dire, faut trouver la barrière entre curieux et creepy, mais ça, Ah, c'est mais un autre moi, sujet. oui, mais en tout cas, moi, même s'il est creepy, et cetera, moi, les personnes curieuses comme ça, j'adore. Pourquoi? Mm. Parce que une personne comme ça, déjà, c'est quelqu'un qui, quand tu vas lui demander, je sais pas, de se challenger, je sais pas, sur une méthode de vente, déjà, il va aller pianoter sur son ordinateur pour regarder peut-être des vidéos sur cette méthode de vente, et cetera. Mais surtout, quand il va avoir un rendez-vous avec un de tes clients ou un de tes prospects, bah, il va le profiler et du coup, il va beaucoup mieux cerner la personne. Personnaliser et parler à la Ouais. personne et pas juste au persona, quoi. Exactement. Mm. Donc moi, j'adore les gens curieux, quoi. Ok, donc hyper intéressant. Donc, parce que effectivement, donc je vois que ton process, il est quand même. Enfin, tu cherches à vérifier des trucs très objectifs et ça, avec des questions type. Et donc, du coup, ce truc à l'unanimité. Enfin, désolé, mais ça doit un peu piquer, non, des fois. Genre, t'as vu un mec que t'aimes bien, il a vu plein, possiblement, je sais pas combien de personnes on voit chez toi dans un process, mais avec l'entretien d'équipe, ça peut vite monter. Et enfin, mais en gros, la question derrière cette question-là, c'est comment est-ce que tu t'y tiens à ça, alors que des fois, tu dois avoir comme tout le monde te dire non, mais là, quand même, faut y aller, tu vois. Bah, ça, c'est sûr, hein, c'est jamais, hein, tout vert. Là, j'ai une expérience, l'année dernière où, on recrutait un CRO, un Chief Revenue Officer. Donc c'est vraiment un poste très, très stratégique dans Hmm. ta boîte. Qui vraiment est très compliqué à recruter. Donc en plus, on avait un cabinet, tout ça, même voire 2-3 cabinets. Donc on avait investi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, dans ce recrutement. Et à l'étape, justement de l'entretien team, comme c'était un poste un peu stratégique, je voulais et comme il allait aligner un peu toute la boîte, je voulais qu'il rencontre, un peu des personnes de tous les pôles. Hmm. Donc on a fait un peu un entretien un peu informel avec une vingtaine on a fait une demi-journée, dans les bureaux. Il a rencontré une vingtaine de personnes. Et sur les 20, t'en as genre, 1 ou 2 qui, ont mis un no go, alors que les autres c'était go, super et tout. 1 ou 2 qui ont mis un no go. Et je me rappelle, hein, moi c'est une personne que je me voyais mais bien, je me voyais bien l'intégrer dans la boîte, je me voyais bien bosser avec lui et tout. Vraiment, j'avais eu un vrai coup de cœur. Et en fait, on a kill le process. Donc en plus de kill le process, et de devoir repartir, sur un nouveau À process, le zéro, temps ouais. que ça prend et Hmm. tout, derrière, c'est-à-dire que derrière le taf du CRO, c'est moi qui me le suis tapé. Hmm. Donc je me suis en plus, enlevé des points de vie parce que j'ai bossé du coup comme un malade, encore pendant 6 mois, le temps de recruter justement un CRO Que t'as fini par trouver. que j'ai fini par Et qu'il trouver y a eu unanimité. et qui a eu Bon, l'unanimité. ça Et marche. donc c'est sûr que oui, tu as raison que, c'est pas, tu c'est compliqué, mais je me dis que peut-être que, si j'avais recruté, le CRO d'il y a 1 an, on aurait, peut-être eu des mauvaises surprises. Donc c'est peut-être un mal pour un bien aussi. Hmm. Donc, quand tu dis faut faire confiance, tu fais confiance, quoi. Bah ouais, je fais confiance, ouais. Effectivement, je vois ce que ça peut donner derrière. Et alors, je reviens sur un truc que tu as dit, tu disais, tu cherchais quelqu'un pour aligner la boîte, etc. Enfin, on voit un peu ce qu'il y a derrière les postes de CRO, et tu disais, on a fait ce travail sur la strategic pyramid. Là-dedans, il y a la notion de stratégie, de vision, etc. Là, on a beaucoup parlé des valeurs. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les valeurs, c'est des choses qui sont assez ancrées dans le quotidien des gens, donc ils ont envie d'y aller, ils ont envie de les appliquer, ça les concerne très directement. Quand tu parles de vision et de strat, ce dont je me rends compte, c'est que c'est souvent les sujets sur lesquels c'est le plus dur d'aligner. Et même nous, on a fait ce sujet en interne, tu vois, on est une trentaine, on avait écrit une vision, etc., avec toutes les bonnes méthodes, etc. Et en fait, tu la présentes une fois, tu penses que les gens, ils ont compris ta vision, et les gens, ils ont pas compris ta vision. Ils ont compris qu'il y avait une vision, et qu'il y a un mec qui t'en a parlé, et puis 3 semaines après, plus qu'il en est. Donc, comment t'arrives à faire en sorte que vision, stratégie, ça soit pas des trucs qui restent dans ton codir comme ex, je sais pas comment tu l'appelles, ou en tout cas chez les C-level, mais que tout le monde s'en sente investi
et que tout le monde comprenne le rôle qu'il joue là-dedans? Alors, déjà, nous, c'est pas, on a, je pense, les mêmes problèmes que tout le monde, hein, parce que la vision, en plus, elle a pas changé, hein, depuis toujours, hein, mais faut toujours en fait la marteler. Ça, c'est vraiment la clé, c'est la marteler, mais pas une fois par an. Il faut la marteler en fait tous les 3 mois ou tous les mois si on peut. Donc nous, déjà, on a un framework, la stratégique pyramide, qui explique aujourd'hui notre vision, pourquoi on veut aller là-bas, comment on va y aller, etc. Donc vraiment, ça t'explique aussi le pourquoi du comment. Donc c'est toujours mieux d'avoir visuellement ce framework. Mais on a aussi tous les mois une réunion, une réunion, on appelle ça la monthly team, hein, donc avec toute la boîte, où avec mon associé et les chefs d'entité, on va présenter donc les atteintes d'OKR, les chiffres, les projets, etc. Et on essaie à chaque fois de remettre tout ça en corrélation avec la vision de la boîte. Donc voilà, l'idée c'est d'être transparent et tous les mois aussi essayer de remettre un mot dessus, quoi. Oui, parce qu'il y a ce côté derrière du sens au travail, qui est une espèce d'arlésienne que tout le monde cherche. C'est marrant, j'avais cette discussion il y a pas très longtemps, mais moi j'ai tendance à croire que c'est pas, enfin, tu peux avoir du sens dans à peu près n'importe quel job, mais il faut juste que tu comprennes globalement à quoi tu sers. Et il y a ce côté, et c'est un peu ton rôle en tant que CEO, etc., ou en tant que manager, directeur, ce que tu veux, d'être capable de donner ça aux personnes qui bossent avec toi, et de dire, en fait, si je te demande de sortir cette feature, je te demande cet objectif, ou de maximiser tel indicateur, c'est pas juste que ça me fait plaisir, c'est voilà comment ça s'insère dans ce puzzle plus large, en fait. Et ça, pour le coup, et donc du coup, t'as un rituel qui est un peu, qui est carrément dédié à ça. Tous les mois, tu repasses ces indicateurs-là, et t'arrives à le faire avec... parce que le truc qui est difficile, c'est quand t'as l'impression qu'on ne dit pas tout, t'arrives à le faire avec le niveau de transparence et d'implication qui fait que les gens comprennent vraiment comment fonctionne la boîte et comment ils y contribuent. Ben, déjà, je pense que les gens ont pas forcément besoin et envie de tout connaître, hein. Et inversement, moi, j'ai pas non plus envie de tout savoir sur ce qui se dit ou ce qui se passe non plus aussi dans ma boîte. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire, voilà, nous, on partage, tu vois, nos chiffres, notre MRR. On dit aussi quand ça va mal. On est transparent. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc t'as vraiment ce niveau-là de partage de jeu de... Enfin, pas tout le monde fait ça, hein. Exactement. Après, tu vois, c'est quelque chose qu'on a fait dès le premier jour, et c'est quelque chose parce que pour nous, en fait, on fait confiance à nos salariés et on a envie de leur donner. Mais il y a des salariés qui sont pas du tout sensibles aussi à ça. T'en as que tu vois qui sur les sites, tu sens qu'ils sont pas très voilà, c'est pas quelque chose qui les anime. Par contre, ils vont être animés par d'autres réunions. Peut-être c'est leur manager qui va plus leur faire passer l'info. Donc je pense qu'il y a pas de règle. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Moi, le fait d'être transparent, ça peut aussi peut-être avoir des effets temps néfastes, ou ça peut aussi faire émerger plein de questions, parce que quand tu es trop transparent, nous, on a énormément de personnes qui, du coup, il y a tellement d'infos que t'entends, ils comprennent mal une info. Tu vois, Faut que je revienne à la simplicité, là. et voilà, il faut revenir à la simplicité, parce que, en fait, une info mal comprise, tu vois, type, tu dis que tu vas faire une levée de fonds, en fait, derrière, les gens, ils vont l'interpréter. Toi, tu l'as dit pas du tout de cette manière, mais eux, ils l'interprètent d'une autre manière. Du coup, ils pensent que, du coup, ça y est, on va ouvrir les valves, etc. Alors que non, On va justement, lever peut-être... 300 millions, je vais pouvoir cash out sur mes BSPCE, ça va être trop bien, tout ça, tout ça. Ouais, alors que peut-être que faire une levée de fonds, ça veut aussi dire que là, on va devoir peut-être se faire un peu la ceinture pendant les prochains mois, et peut-être faire un peu plus d'extra mile pendant les prochains mois. Donc, tu vois, moi, c'est un peu le message que je veux donner, et l'autre personne dit, ah, super, on va pouvoir faire n'importe quoi. Ouais, comprendre les tenants et les aboutissants et t'assurer que le message ne soit pas perdu en route, effectivement, c'est pas une évidence. Exactement. Alors, on a parlé de tes valeurs, on a parlé vision, stratégie, etc. Il y a quand même une raison pour laquelle on fait finalement aussi beaucoup tout ça, et là je reviens sur toi en tant qu'expert du recrutement, tu vois. C'est ce côté, au final, tout ça, comment ça se traduit en termes, je sais pas si c'est promesse employeur, employee value proposition, etc., qui sont autant de termes qu'on peut voir, mais qu'est-ce que tu garantis, entre guillemets, qu'on va trouver à l'intérieur
chez Fletcher, parce qu'il y a toujours ce côté, ce qu'on voit à l'extérieur, quand c'est pas ce qu'on trouve à l'intérieur, c'est infernal et tu fais perdre du temps à tout le monde, quoi. Alors, moi, j'aime pas les promesses. Et d'ailleurs, souvent, aux entretiens d'embauche, je fais carrément de l'anti-vente. Je vais forcer le trait, justement, sur les choses négatives pour voir si la personne... C'est effectivement une autre manière de faire. Et la personne, si tu veux, pour voir si vraiment la personne est à l'aise avec ça. Pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Mais j'aime pas, moi, faire franchement des promesses. Mais le fait, en fait, d'avoir justement mis en place toute cette culture et tous ces rites... ça va en fait permettre en fait surtout aux personnes qui ne partagent pas tes valeurs de ces gens-là soit pas les recruter ou soit en fait s'en rendre compte vite parce que je donne un exemple mais si des gens viennent pour la poulpe-attitude mais n'ont pas l'excellence, donc ils vont venir, c'est arrivé hein, du coup c'est pour le coup c'est véridique, ils vont venir. Ils vont donc kiffer, ils vont arriver avec le smile tous les matins, mais ils vont pas aller donner l'extra mile, etc. Du coup, ils vont pas atteindre leurs objectifs. Et du coup, c'est les autres, le reste de la tribu, qui va devoir travailler plus pour compenser en fait le manque d'excellence de certaines personnes. Et quand tu as 20% de ta boîte, parce que tu as recruté rapidement, ou 25% de ta boîte, ou même 30% de ta boîte qui est dans cette dynamique-là, en fait, ça te tue ta boîte. Et donc, pour ça que le fait d'avoir justement mis en place ces rites, ces valeurs, tout ça, ça te permet d'éviter et de mettre un peu comme en boîte de nuit, un peu un videur qui va faire un peu le tri des personnes qui rentrent dans ta boîte. Oui, ce côté, la culture comme presque système immunitaire. C'est un peu ça. Effectivement. C'est un peu ça. Ouais, complètement. Et puis, enfin, tu vois, bon... là, t'as fait beaucoup de choses sur la culture, donc je vais te replonger là-dedans, etc. Mais t'as quand même des grosses ambitions. Là, tu vois, tu parles de 40% pour l'année prochaine. Je sais même pas comment tu te projettes dans 3 ans. C'est ce même rythme de croisière? Alors, moi, dans les 3 prochaines années, déjà, on a des grosses ambitions, mais et ça, c'est un sage entrepreneur hein, qui m'a dit justement un truc que je trouve hyper vrai, c'est qu'il faut pas faire grossir tes effectifs de plus que 30% par an. C'est déjà pas mal, hein. Donc tu vois, si t'es 100, que tu dis que l'année prochaine tu vas être 200, là c'est trop quoi. Si t'es 100, je pense qu'il faut pas faire grossir tes effectifs plus que de 30, de passer de 100 à 130, c'est pour moi le maximum que tu puisses faire si tu veux garder cette cohérence, cette culture, etc. Donc là, nous, on est près 70, donc à 3 ans, si on suit un peu ce schéma, tout en restant ambitieux, moi, je me vois dans 100-120 salariés, présents dans au moins 3 pays, et avec la solution de recrutement la plus simple du marché, qui équipe 2-3 000 clients. Voilà, aujourd'hui, on est à 1500 clients. Là, l'idée, ce serait de doubler le parc client. Voilà, dans les quand même, ouais. doubler du coup les effectifs, doubler le parc client dans les 3 prochaines années. Alors, tu vois, je te disais, je veux pas trop mettre là-dedans parce que tu viens de le faire, mais disons que la culture, c'est un chantier qui est jamais fini, notamment quand ta boîte évolue, il faut que ta culture évolue avec elle. Pour toi, c'est quoi l'élément de ta culture que tu aurais besoin de développer, de renforcer, d'ajouter? Enfin, tu me répondras bien comme tu veux, mais pour te structurer et te permettre d'atteindre ces objectifs-là qui sont quand même assez ambitieux et qui vont avec beaucoup de changements. Là, je dirais que ce serait la dernière, notre dernière valeur de simplicité. La nouvelle arrivée. Qui est, la nouvelle arrivée, mais c'est aussi notre premier slogan en 2015. Donc c'est à la fois, on l'a formalisé récemment, mais ça a toujours été très présent depuis le début dans notre ADN. Et donc la simplicité, finalement, c'est quoi? Ça répond en fait aux problématiques du monde d'aujourd'hui où tu es de plus en plus sollicité. Ton cerveau est tout le temps sollicité par des pubs, par des contenus, etc. Donc pour sortir du lot, pour accrocher déjà, il faut que ce soit simple et compréhensible beaucoup plus qu'avant. Tu vois, avant,
t'avais des grosses études, plus c'était gros, plus c'était populaire. Là aujourd'hui, les grosses études, en fait, plus personne les lit, quoi. J'ai l'impression que dans ton cas qui me dit que mes podcasts sont trop longs, parce que plus c'est long, moins on les écoute. Tu vois, les podcasts, encore, c'est différent. Moi, ça me dérange pas parce que souvent, podcast, c'est intéressant, t'es dans l'histoire, etc. Mais il y a de plus en plus de contenus qui sont de plus en plus simples, de plus en plus courts, etc. Et parce que ça répond à plusieurs problématiques que les gens ont de moins en moins de temps pour faire des choses. Mais dans l'entreprise, tu vois aussi que les gens restent de moins en moins longtemps. Qu'avant, moi je sais que mes grands-parents, ils étaient traiteurs de génération en génération. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait le même métier, mais en plusieurs générations, tu vois. Ah oui, d'accord. De leurs 16 ans jusqu'à vraiment 70 ans. Et ils ont fait le même poste. Mes parents ont fait peut-être 3-4 boîtes différentes dans leur carrière. Et nous, là, moi j'ai 34 ans, mes copains, ils sont déjà à leur 6e expérience. Et en fait, les gens restent 2 ans dans l'entreprise. Alors, c'est pas exactement ça, mais les gens restent de moins en moins longtemps. Du coup, déjà, si tu commences à les onboarder, que ça met 6 mois l'onboarding avant qu'ils touchent qu'ils aillent voir un client, tu vois, c'est plus possible aujourd'hui, quoi. Il faut que ton onboarding il soit en 2 mois maximum. Donc il faut que ton produit soit plus simple à comprendre ou que tu aies un onboarding en plusieurs étapes, etc. Donc même dans l'entreprise, la simplicité, ça a un impact. Et le simple, c'est aussi très compliqué à faire. Et ça t'oblige à être encore plus excellent pour le coup. Voilà, donc c'est aussi pour moi quelque chose que peu d'entreprises font, et nous on aimerait se différencier par ça. T'as une phrase de Léonard de Vinci que je trouve géniale, c'est la simplicité et la sophistication suprême. Effectivement. Je te laisse méditer dessus. Non, mais ça me fait... Attends, je vais faire un concours de citation. C'est une autre citation qui disait, je crois que l'art, c'est quand le travail efface le travail. Tu vois, donc ce qui va un peu dans ce sens-là, c'est comment tu fais pour que ça se voit même plus que t'as fait tout ça pour que ça soit aussi fluide, simple et beau. Bon, je te souhaite en tout cas de faire de Fletcher quelque chose qui devienne une œuvre d'art. Mais peut-être on arrive sur les dernières questions de l'épisode. On a commencé par toi, tes passions et ton parcours. Finalement, enfin, tu disais, j'en reste de moins en moins longtemps, etc. Toi, ça fait 10 ans que t'es chez Fletcher. La posture de CEO, tu la connais, tu l'as vu évoluer, elle continuera de le faire dans les prochaines années. Le fait d'avoir fait tout ce travail de ma culture, c'est ça, je le formalise, je le diffuse, j'aligne, etc. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi en tant que CEO ? Bah, moi, personnellement, ça m'apporte que j'ai déjà que des gens qui partagent mes valeurs, donc ça, c'est quand même hyper cool, hein. Et donc moi je suis plutôt du coup je suis beaucoup plus épanoui parce que c'est des gens qui me ressemblent, qui partagent des valeurs, qui sont tu vois dans l'entraide, la bienveillance, très fun. Tu vois, on est réputé pour faire des super séminaires et tout, donc vraiment c'est pour moi déjà j'arrive avec le smile tous les matins déjà de voir cette équipe de dingue qu'on est en fait. Donc c'est hyper positif. Et par rapport à la boîte, le fait d'avoir ces valeurs et cette culture, bah, ça fait qu'aujourd'hui, on est leader sur le marché, on est connu, mais reconnu comme des gens qui font bien leur travail. Tu vois, on a une bonne réputation sur le marché. Ça a aussi vraiment un impact sur comment on est perçu sur le marché. Carrément. Alors, pour le coup, c'est vraie question traditionnelle. Je t'ai beaucoup cuisiné. Merci d'avoir répondu à tout ça. Je te donne la capacité de faire la même chose, du coup. Est-ce que toi, il y a une question que tu veux me poser autour des sujets de culture entreprise ? Ou de ce que tu veux, bien évidemment. Mais... je sais pas si c'est une question, mais peut-être maintenant que tu connais un peu mieux Fletcher, est-ce que tu aurais des conseils, des rites à me donner pour qu'on puisse s'améliorer? Alors, bon, déjà, t'as fait beaucoup de choses en termes de formalisation, etc., etc. J'ai pas tous tes frameworks sous les yeux, mais en gros, en termes de rites, si tu veux aller sur ça, c'est... Alors, tu dis il faut expliciter, etc. Est-ce que j'ai des rituels qui vont avec mes valeurs et comment est-ce qu'ils vont avec et comment est-ce que je l'explicite ? Est-ce que le fait peut-être de repartir ou de faire repartir mes équipes de ces valeurs-là me permet d'en créer des nouveaux, tu vois ? Et ça peut aussi être pour adresser des manques, etc. Et de manière un peu plus stratégique, c'est
t'endors pas sur tes lauriers, et pour ça, mesure autant que possible à quel point les gens restent alignés, à quel point les gens continuent d'adhérer à ta mission, ta vision, tes valeurs, etc. Parce que il suffit que tu passes par une période, tu parlais de levée de fonds tout à l'heure, tu passes par une période de 6 mois où t'es un peu moins là, t'es en roadshow, les équipes ils bossent, il y a 2-3 merdes qui topent en même temps, d'un seul coup, ça tombe, et c'est pas une évidence ni de t'en rendre compte, et surtout pas de t'en rendre compte avant que ça ait fait des vrais dégâts. Donc ce côté, le mesurer régulièrement. Et puis le dernier truc, c'est dans la position que t'as aujourd'hui, d'être un acteur du recrutement, etc. On a beaucoup fait l'analogie. J'ai pas eu la curiosité de regarder toute ta com, malheureusement. Je t'ai pas aussi autant stalké que ça. Mais il y a très probablement quelque chose à jouer là-dessus en termes de positionnement. En fait, on est un laboratoire qui nous permet de, non seulement les bonnes manières de recruter, non seulement on les connaît, on vous les partage, mais aussi quelque part on essaie de les créer et d'être à l'avant-garde en s'appliquant ça chez nous. Et comment est-ce qu'on peut faire bénéficier et notre communauté, et nos clients, et nos futurs talents, etc., de notre modèle. Et en le faisant, tu vas vraiment construire une image à la fois d'une boîte dans laquelle on a envie d'être recruté et qu'on a envie d'appeler pour nous aider à recruter. Donc, une différenciation encore plus forte, quoi. Voilà, ce serait mes conseils un peu dévotés comme ça. J'espère que c'est utile pour toi. Ouais, bah je prends et je suis assez aligné, ouais. Bon, bah écoute, tant mieux. Dernière question. J'ai donné des conseils en tout cas à ceux qui nous écoutent. À ton tour de faire pareil, quel serait le conseil que tu donnerais à un de tes pairs, à un autre dirigeant, pour faire de sa culture entreprise un levier de développement, de croissance pour son entreprise? Alors, je sais pas si je suis plus légitime pour donner des conseils. Si les gens sont encore là à ce stade de l'épisode, si tu peux y aller. Mais ouais, bah déjà, je remartelais le fait que s'entourer des personnes qui ont les mêmes valeurs, c'est déjà c'est cool parce que ça rend les founders beaucoup plus heureux et on a beaucoup plus envie de se lever le matin. Donc ça, tout ça, je pense que c'est important. Mais vraiment le rituel que nous on a fait et qui vraiment a fait que la culture est aussi forte, vraiment si j'avais un rituel à garder et vraiment à conseiller à toutes les boîtes, c'est de faire du recrutement collaboratif et d'impliquer toute la boîte dans le processus de recrutement, comme si c'était une tribu qui, à chaque fois qu'il faisait rentrer un nouveau membre dans la tribu, en fait, il fallait le consentement pas de toute la tribu parce que sinon c'est impossible, mais vraiment le consentement d'une partie de la tribu. Et ça, en fait, il y a plein de boîtes qui le font, déjà qui le font peut-être pas assez poussé, mais il y a surtout plein de boîtes qui le font pas. Généralement, si tu fais entretien RH pour qu'il te présente vaguement le poste, entretien manager, si la boîte est petite, tu fais entretien founder parce que c'est lui le dépositaire de la culture et puis t'arrêtes là, quoi. C'est ça. Ils ont des boîtes avec du coup 10 cultures dans la boîte, avec la guéguerre, les machins, les trucs, des dynamiques différentes et ça freine énormément la croissance. Donc tout ça, c'est pas seulement pour faire joli, c'est que c'est des enjeux business. Écoute, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. C'est pas seulement pour faire joli, et c'est exactement le message qu'on veut faire passer aussi. Merci beaucoup, Valentin. C'était un plaisir. Et puis à très bientôt. Merci, Vincent. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.